c'est beau. Si là, il n'y a pas un saut. Ah, c'est Saint-Jean-d'Arc en bas. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est beau. Joli. Superbe. Merci. Je sais pas comment il s'appelle ce sommet. Je crois que c'est le Rocher de la Croix. Rocher de la Croix. Ouais. Ah, le mec qui a trouvé le nom, il n'a pas été chercher très loin. Hein. Rocher de la Croix, quoi. Ah, ça me fait penser, par contre, il y avait ce chercheur dans les années 1900 qui avait été mandaté pour répertorier tous les noms des lieux-dits, hameaux, villages, sommets environnants, Ernest Murat. Donc il a fait il y a 100 ans le même trajet qu'on va faire maintenant. Et en fait, il a arpenté tout le Chablais, rive gauche, rive droite, pendant des années, pour justement faire ce travail de cartographie. Et je crois qu'il y a des fichiers maintenant à l'université de Neuchâtel, Ok. où tu peux retrouver toute sa documentation. Tu vas te prendre pour Ernest Muret, quoi, sur ce truc. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve le saut parce qu'on n'a pas encore trouvé. Puis là, ça me semble un peu plus premier, là, sur le sommet. Ah, il va y avoir un saut, là, sur cette crête. Regarde, ça C'est haut, hein. ressemble à une plateforme, ça. Ça fait peur. Alors, Magnifique. Hein. ah ouais, c'est propre, hein, c'est stable et tout. Petit caillou, et puis Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a plus de 6 secondes. c'est bien ça. C'est parti. Génial. C'est bon aussi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être venus. Je pense que ce sont les déclencheurs et les rencontres qui définissent les parcours d'une vie. Et en ce qui me concerne, mon déclencheur, c'est ce monsieur. Il s'appelle Loïc Jean Albert. C'est un garçon qui a fait partie de l'équipe de France de parachutisme sportif, qui a évolué au niveau mondial pendant une bonne dizaine d'années, trois championnats du monde avec des médailles d'or en équipe. Vous savez, c'est ces gens qui sortent d'avion et puis qui font des figures ensemble et qui sont filmés par d'autres. Donc c'est une discipline sportive reconnue, effectivement. Et puis Loïc, en fait, au bout de quelques années, il en a eu marre. Il a décidé d'emprunter des sentiers un peu plus escarpés, de sortir de la discipline sportive officielle par excellence. Il s'est adjoint les services de 3 copains de compétition et ils ont fondé le club des Soulflyers. En 2003, Loïc passe à quelques mètres du sol sur une pente de verbier, à 5-6 mètres des skieurs. C'est d'ailleurs la page de couverture du DVD qui est sortie en 2003. Et sur une centaine de mètres, il arrive avec sa wingsuit de l'époque. Vous verrez qu'aujourd'hui, on a des wingsuits qui sont un peu plus évolués. Sur une centaine de mètres, à quelques mètres du sol, il arrive à prouver que l'homme peut voler et non pas tomber. Ça a révolutionné le monde du vol libre. Ça a marqué énormément de gens. Moi, je suis resté assis dans ma chambre dans le noir toute la journée. Pour vous dire simplement que c'est à partir de ce moment-là, en 2003, que, en ce qui me concerne, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon esprit. Je voulais passer à autre chose dans ma vie. Ça, c'est tout le déclencheur. Je suis sûr que vous en avez aussi de votre côté. Pour les rencontres, je suis obligé de vous parler de Nicolas. Nicolas, c'est le coproducteur et le réalisateur du documentaire. Parce que ce qu'on est en train de voir ici, ce sont seulement les coulisses du documentaire qui sort au mois d'avril, donc dans un petit mois. Nicolas, c'est un garçon qui est un spécialiste du documentaire alpin. C'est quelqu'un qui est spécialisé sur les documentaires, donc de haute altitude aussi. Là, vous le voyez sur la droite de l'écran, il est juste au sommet de l'Everest. Voilà. C'est quelqu'un qui a une passion, mais inconditionnelle, pour les choses nouvelles, pour les grandes sensations, pour les grands espaces. Et je pense qu'on s'est un peu retrouvé sur ce coup-là. Alors, je l'ai rencontré à B. Peut-être que vous savez qu'à B, c'est un peu loin de Genève, mais on y passe quand même quand on monte en Valais. À B, il y a un petit aérodrome, une piste en herbe, où il y a des petits avions qui atterrissent, qui volent, il y a des cours d'hélicoptères, et il y a un club de parachutisme qui s'appelle le club de parachutisme de B. Donc avec Nico, en fait, on a passé des années à utiliser ce Pilatus
Alors, notre empreinte carbone n'était pas très bonne à cette époque-là, c'est vrai. On a utilisé beaucoup Spilatus pour voler en wingsuit ensemble. Et de fil en aiguille, on a commencé à partager des choses et on a commencé à regarder un petit peu quels étaient les atomes crochus qu'on avait, les synergies qu'on pouvait mettre en place. Alors les synergies, elles étaient assez simples. Nico, il vient du snowboard de très haut niveau. Moi, je viens plutôt du ski, mais en termes freeride, on s'est fait très très plaisir ces 6-7 dernières années ensemble. Nicolas est instructeur suisse de parapente et également acrobate. Il fait de l'acrobatie en parapente. Je travaille beaucoup aussi avec le speed riding. Moi, ce sont les petites voiles qu'on met sur la tête et puis qui nous permettent de descendre des pentes à ski, supportées par la petite voile pour sauter des falaises ensuite par la suite. C'est un dérivé, si vous voulez, une extension de ligne moderne du parapente. De part et d'autre, on a beaucoup d'expérience aussi en montagne, que ce soit sur le rocher, sur la glace, que ce soit dans les régions alpines, que ce soit en Himalaya. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, en discutant, on s'est aperçu qu'en fait, on avait quasiment 20 à 25 ans d'expérience alpine, multidisciplinaire, qui nous ont effectivement amenés dans de nombreux endroits, la plupart du temps magnifiques, souvent hostiles, évidemment. Et puis, dans ces circonstances où on a été, de part et d'autre, sans se connaître, amenés à repousser nos limites et puis à sortir de cette fameuse zone de confort dont on parle énormément depuis une dizaine d'années, même dans les entreprises, surtout dans les entreprises. Donc, en évoquant, si vous voulez, ces souvenirs ensemble, on volait ensemble, on buvait un café, on parlait de montagne, eh bien, ce qui devait arriver est arrivé, je ne suis pas tombé amoureux, je vous rassure, mais le binôme s'est créé. Le binôme s'est créé. Vous savez, on parle beaucoup de binôme dans certaines disciplines sportives, notamment en plongée. Si certains d'entre vous pratiquent la plongée sous-marine, on travaille plonge toujours en binôme pour des raisons évidentes que tout le monde peut imaginer. Alors, il y a la montagne aussi. Quand on est encordé, on parle de binôme aussi, évidemment. Quand on pratique la wingsuit dans des milieux alpins, c'est-à-dire qui implique de monter très haut en altitude avant de sauter, on parle aussi de binôme. Alors, pour une raison simple, la sécurité, évidemment. Alors quand on est chacun dans notre petite combinaison, on est tout seul pour sauter. On ne se prend pas la main, ça ne sert à rien de toute façon. Mais pour aller jusqu'au sommet avant de sauter, il y a toute une technique alpine qui doit être mise en place. Et là, effectivement, on s'encorde et puis la notion de sécurité intervient énormément. La deuxième notion, c'est la notion de partage. Moi, j'ai fait pas mal de choses seul dans ma vie, par rapport au sport, par rapport au ski de couloir, par rapport à des choses comme ça. C'est peut-être des erreurs de jeunesse, c'est possible. Mais moi, j'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie de partager des choses, comme ce qu'on est en train de faire ce soir, par exemple. Et donc, cette notion de binôme, elle tombait sous le sens en ce qui me concerne. C'était la même chose pour Nico. Donc, on ne s'est pas trop posé de questions. Et puis, pendant 2-3 ans, on a arpenté la région du Chablais. Je vous montrerai une carte pour ceux qui sont moins familiarisés avec la région. On a arpenté le Chablais, qu'on a vu un peu dans tous les sens. On est monté, on a marché, on a grimpé, on a sauté un peu tout ce qu'on pouvait. Et puis, gentiment, en fait, le projet a commencé à se mettre en place. Alors, le Chablais, on voit une jolie photo sur la partie gauche. Le Chablais, c'est cette région qui se trouve entre Villeneuve et puis Saint-Maurice, un peu plus loin, ça va jusqu'à Eviona. Avec la rive gauche, évidemment, valaisanne, qui flirte avec Saint-Gingolph, la partie française, et puis la rive droite, qui est essentiellement dans le canton de Vaud. Et c'est vrai que je vous ai mis la photo de droite, en fait, qui est un moment assez important où on a décidé de produire un documentaire. Alors là, on se trouve sur le sommet du Cé-Percé. Je ne vous demande pas de savoir où c'est, ne vous inquiétez pas. Ça se trouve derrière le Grand Muvran, pour ceux qui sont un peu plus alignés sur les reliefs de la région. Et puis, on voit très bien la vallée du Rhône. On peut presque voir Saint-Gingolph tout au fond de l'écran. Sur la partie droite, on peut deviner la Berneuse avec les Uns. Et puis, la première barre de relief que vous voyez sur la droite, c'est le début du miroir d'Argentine. Voilà, juste pour resituer le truc. Et on se trouvait en haut de cette percée, juste avant de sauter, quelques minutes avant, et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a eu 2 ans de Covid, les gens ont moins découvert certaines régions, ils sont restés chez eux, ils ont peut-être moins eu cette démarche d'aller à la découverte de nouveaux paysages. Et on s'est dit, il faut qu'on sorte quelque chose pour pouvoir promouvoir cette région qui est chère à notre cœur. Alors, c'est vrai que quand on parle de la Suisse, et puis qu'on parle des montagnes, on a quoi en tête? Là, 9000 fois sûr. Après, il y en a quand même d'autres. Ah, voilà.
Merci, belle maman. Non, mais c'est vrai, on parle souvent du Cervin-la-Garenne. Il y en a d'autres, évidemment. Mais c'est vrai que les Alpes valaisannes, que j'aime beaucoup, hein, on va commencer à faire un petit conflit entre les Vaudois et les Valaisans, parce qu'il existe, hein, faut quand même le savoir. Les verticalités valaisannes sont monumentales, elles sont au-dessus de 4000, et puis évidemment, c'est superbe, c'est magnifique, on y va très souvent d'ailleurs avec Nico. Mais les verticalités du Chablais ne déméritent pas. Est-ce que c'est ça? En fait, en mode coaching, je devrais pouvoir vous dire d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est? Qui les reconnaît? Les dents du midi. Dans du midi. Vous arrivez à me donner les noms de gauche à droite? C'est le doigt, la dent jaune, l'éperon, la cathédrale, la forteresse, la cime de l'Est. Bravo. Dans le sens inverse. Alors si je vous montre ces verticalités, c'est évidemment pour une raison très simple, c'est qu'on les a sautées durant le documentaire. Voilà. Alors on n'a pas pu faire les 7 parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas se sauter pour des raisons techniques. Voilà. Mais en fait, dans le documentaire, on a fait les doigts ici et on a fait la cime de l'Est qui se trouve ici. Voilà. Alors tout ça, évidemment, c'est dévoilé dans l'entièreté du document. Vous reconnaissez celui-là? Je l'ai cité très rapidement tout à l'heure. Ouais. Ah, pas mal. Alors, le Grand Muvran, c'est aussi un endroit où on peut faire des magnifiques balades sur 2-3 jours en s'arrêtant dans les différentes cabanes. C'est pas pour les enfants en bas âge, mais pour un petit gamin qui marche relativement bien. Sur 2-3 jours, sac à dos, c'est des souvenirs incroyables. On est dans de la moyenne montagne, il n'y a pas de glacier à traverser, il n'y a pas de technique glaciaire. C'est un endroit magnifique. Ça cubite quand même à 3000 et quelques, hein. C'est quand même pas rien. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah, Massif des oui, Diablerets. oui, Diablerets. Alors, au milieu de l'écran, vous avez le C rouge qui s'articule avec la fameuse passerelle du Pic Tissot. Vous voyez beaucoup d'Indiens en général qui viennent par charter entier, heureusement qu'ils sont là pour faire tourner la machine, sur le plan touristique d'ailleurs. Vous avez donc le C rouge au milieu, et puis le sommet vaudois, par excellence, le plus haut sommet vaudois, c'est le sommet des Diablerets qui se trouve en haut à droite ici, qui culmine à 3250 mètres. Alors c'est un sommet qui n'a jamais été sauté, et évidemment, on a réussi à le faire, donc évidemment il fait partie du documentaire. Les Diablerets se trouvent en bas dans la vallée, si vous regardez bien. Ça en jette, hein, comme ça. Ça vous fait penser à quoi, ça? Hein? Ça fait un peu Cervin, hein? Ça fait un peu Cervin. Ça ferait d'Andérance, sous un certain angle. C'est juste la cime de l'Est, sous un autre angle. Alors, vous savez comment il s'appelle dans le Chablais, celui-là? Le Petit Cervin. Parce qu'il est 1000 mètres plus bas, 800 mètres plus bas. Mais vu sous cet angle, ça donne quelque chose d'assez sympathique quand même, hein? Ça, c'est assez intéressant. J'ai un copain qui a regardé le documentaire, les prémices de ce que je suis en train de vous montrer, et qui m'a dit « Waouh, on se trouverait dans les Yosémites ». C'est 500 mètres de verticalité qui se trouve très rarement dans d'autres endroits. On ne retrouve pas forcément ça dans les Alpes valaisannes. Ça se trouve derrière le miroir d'Argentine. Le sommet s'appelle Pierre Cabotte. C'est juste à côté d'un petit refuge de montagne qui s'appelle Plan Névé, qui est accessible avec 2 heures de marche. Pour les marcheurs qui n'ont pas peur de faire 2 heures de montée, 1h30 de descente, c'est juste incroyable. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Je vais vous aider quand vous êtes sur l'autoroute et puis que vous montez en Valais, c'est sur la gauche. Vous ne pouvez pas la louper. La Dent de Morcle. Parfait, la Dent de Morcle. Alors voilà, tous ces sommets font partie évidemment du documentaire. À chaque fois, il y a une aventure particulière, un petit storytelling. Je vous livre juste le paysage complet pour vous montrer un petit peu le terrain de jeu sur lequel nous avons évolué pendant presque 5 mois, en fait. Alors, il y a des gens qui me posent des fois la question, ok, c'est super, tes vidéos, Yvan, on a vu ça sur YouTube, c'est super impressionnant, etc. Mais on fait comment? En fait, on va s'acheter une wingsuit, puis on prononce 2-3 prières locales et puis on se balance dans le vide. Non, évidemment c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, j'ai commencé mon délire il y a 20 ans. Alors, il y a des gens qui sont plus rapides que moi, je ne suis pas connu pour être un rapide. Mais les prérequis sont quand même nécessaires pour arriver à ce que je vous ai présenté au début. Le prérequis numéro 1, c'est le parachutisme. Alors ça, c'est un copain et moi.
on se rendait à un mariage, on trouvait ça plus rapide d'y aller avec les... Non mais c'est vrai, hein, on a atterri à un côté de la cour intérieure où il y avait les jeunes mariés, où on a présenté nos vœux. C'est pour ça qu'on est en costard-cravate. Alors là, on est largué par un hélicoptère. Alors, je vous ai montré cette photo parce que je la trouvais plus drôle qu'un largage officiel dans un club de parachutisme. Mais il n'en demeure pas moins que le parachutisme reste, pour arriver au niveau de ce que je suis en train de vous montrer ce soir, c'est une étape importante. Le parachutisme, c'est une discipline officielle, qui est reconnue par les assurances, qui n'est pas censée être dangereuse. Il y a très peu, voire pas du tout d'accidents, en général, en parachutisme. Les gens qui se font très mal ou se tuent en parachutisme, c'est très souvent à l'atterrissage. Il y a très peu d'accidents sur des voiles qui ne s'ouvrent pas, pour des raisons très simples, parce qu'en parachutisme, vous avez un parachute, donc encore une fois, reconnu par les assurances, qui s'ouvre. S'il ne s'ouvre pas, vous tirez votre parachute à 1000 mètres à peu près, vous êtes largué à 4000 mètres en parachutisme sportif. 1000 mètres, vous arrêtez votre chute, vous tirez votre parachute. Si ce dernier ne s'ouvre pas, il y a un deuxième parachute qui s'ouvre. Donc, commandé par une petite puce électronique. C'est pour ça que c'est reconnu par les assurances, en l'occurrence. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, même si c'est très impressionnant, puis c'est contre nature de sortir un avion en bonne marche, évidemment, ça ne fait pas partie du cursus humain de réfléchir de cette manière-là, ça reste un sport relativement safe, voire très safe. Entre 4000 et 1000 mètres, oui. Quel est ton état? Pour pouvoir tirer quelque chose. Il est complètement par terre. Alors, on a vu des élèves qui subissent ce que les plongeurs subissent en très grande profondeur, cette fameuse ivresse des profondeurs dont vous avez peut-être entendu parler, où les gens savent plus où ils sont et puis ils bouffent leur oxygène, puis il faut les remonter en urgence. Vous pouvez trouver ça en parachutisme. Vous avez l'élève à 2000 mètres qui est là, en train de rigoler un peu béatement, et puis il ne sait même plus qu'il faut aller tirer le truc. C'est pour ça qu'il y a des professeurs qui accompagnent les 10 premiers sauts en général, pour éventuellement aller tirer l'extracteur de la personne qui est partie un petit peu sur la lune, si vous me passez l'expression. Première étape. Deuxième étape, le base jump, ce que j'appelle en lice. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas encore au niveau de la wingsuit, on est en train de s'équiper simplement avec un pantalon et une veste pour ne pas avoir froid, pour faire très simple. Peut-être que certains d'entre vous reconnaissent la région. Là, on va un peu plus loin que le Campango. Lauterbrunnen. Alors, Lauterbrunnen, pour ceux qui n'ont encore jamais été là-bas, vous devez aller un jour, allez-y en été, c'est plus sympa qu'en hiver, mais vous devez aller voir cette région-là. C'est une maison de poupée. C'est une carte postale mondiale de la Suisse. Vous devez absolument, vous montez sur Interlaken, puis après vous montez à droite. Il y a Grindelwald à gauche et Lauterbrunnen à droite. Vous devez, on peut y aller à la journée. Hein. C'est 2h15 de voiture. Un peu plus pour les jeux de bois. C'est une très très belle région. Et en fait, il y a 2 falaises, à gauche et à droite, avec beaucoup d'endroits pour sauter. Très accessible avec des télécabines. Donc c'est un laboratoire, si vous voulez. C'est un laboratoire d'entraînement. Alors, il faut passer par cette étape-là, avant d'arriver à l'étape numéro 3, qui est le base jump avec l'aile. Pourquoi en étape numéro 3? Parce que quand vous sautez d'un point fixe, je recommence, quand vous sautez d'un avion, vous avez toujours, l'avion ne s'arrête pas. Hein. Vous avez un vent relatif quand vous sautez, qui est d'environ 120 km/h, ce qui fait que quand vous sautez, vous avez un appui. C'est assez confortable, c'est comme un coussin d'air. Ça permet de se stabiliser. Quand vous sautez d'un point fixe, vous n'avez aucun appui. C'est-à-dire que quand vous sautez, ça part comme ça et il y a la tête qui part la première. Très mauvais. Donc il faut apprendre d'abord dans un premier temps à se stabiliser avec ses appuis sur l'air. Et une fois que c'est maîtrisé, vous pouvez passer à la wingsuit. Pourquoi? Parce qu'avec un gros bout de tissu autour de vous, c'est beaucoup plus compliqué de stabiliser les choses que quand vous êtes uniquement avec un pantalon et une veste. C'est vraiment un casse-tête chinois de pouvoir gérer ça avant de gérer ça. On respecte donc les étapes. Et puis après cette lancée d'un caillou, on peut enfin passer à la discipline reine. C'est ce que je vous montre ce soir, c'est ce qu'on appelle le paralpinisme. Le paralpinisme, c'est la capacité de réaliser des ascensions d'un certain niveau, d'une certaine complexité, avec tout le matériel que ça implique, c'est-à-dire crampons, piolets, cordes, tout ce que vous voulez, pour ensuite sauter de l'autre côté. Voilà. C'est relativement simple comme définition, mais ça implique énormément de choses en amont. Ça veut dire savoir grimper, ça veut dire savoir faire des nœuds de corde, ça veut dire savoir faire des rappels, ça veut dire connaître les techniques glaciaires, ça veut dire tout ça. Parce que parfois, en paralpinisme, pour réaliser un saut, on grimpe pendant 2 jours, 3 jours. On fait des bivouacs en montagne et puis on prend tout avec nous, la bouffe, la boisson, etc. Donc on est relativement chargé, si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà le terrain de jeu sur lequel nous nous sommes amusés, voilà le tour que nous avons fait. Donc, rive droite, le canton de Vaud, avec la région de Morques, le Grillon-Villars, les Diablerets. On arrive gentiment sur le col des Mosses, que vous connaissez sûrement, puis on revient sur le Villeneuve. Et la partie Val-des-Alpes, vous voyez, Saint-Gingolph est juste à la frontière. Hein. Je crois que même la frontière française est vraiment juste à flanc de coteau avec nous. Et puis vous avez toute la région donc, de Vouvry, vous remontez effectivement dans le Val d'Illier, Trois-Torrents, et puis la région de Champéry avec les Dents du Midi. Alors, tout ce périple nous a pris environ, c'est un peu plus que 4 mois et demi, c'est 5 mois presque. Ça représente 12 étapes, donc 12 ascensions, 12 sommets. Et en termes de dénivelé, pour ceux qui font peut-être du trail ou de la marche en montagne ou de la peau de phoque peut-être, ça représente 30 000 mètres de dénivelé, c'est-à-dire 15 fois Cerzinal. Alors, l'année dernière, j'ai un copain qui me disait « Ah, il faudra que je me réentraîne, il faudra que je me mette 2-3 mois devant moi pour me préparer à mon Cerzinal. » Nous, on l'a fait 15 fois en 4 mois et demi. Je me disais qu'on en avait encore un peu sous le patin, même si on vieillit. Par contre, l'effet pervers de tout ça, c'est que c'est les tarifs de l'ostéopathe de novembre à janvier. Voilà. Ça fait partie du lot aussi. On ne se refait pas. Hein. À pied ou en vélo, parce qu'en fait, on n'a pas été héliporté, on n'a pas utilisé d'avion, on a porté des lourdes charges parce qu'on avait des caméramans, évidemment, vous pouvez imaginer, des trépieds, des caméras, des drones, beaucoup de choses comme ça. Et tout ça a été monté à dos d'homme sur des dénivelés à la journée qui dépassaient les 2000 mètres sur jour, donc ça fait quand même pas mal. Ce qui fait que parfois, on utilisait des vélos électriques pour faire les 400 premiers mètres. Par exemple, à Suzanne, pour aller jusqu'au barrage, on peut monter effectivement avec un vélo. Et du coup, on posait les vélos, et ce qui nous permettait de réduire la décharge d'énergie. Parce qu'une fois qu'on arrive en haut, on est censé être frais comme des roses pour sauter. Parce que les 2 minutes de vol sont très impactantes et très physiquement complexes. Donc on devrait être frais comme des roses, on ne l'est pas après 2000 mètres de dénivelé de montée avec des charges de 12 kg sur le dos. On ne peut pas l'être, c'est pas possible. Donc on essayait de réduire du mieux qu'on pouvait la décharge d'énergie. Il y a un personnage qui nous a beaucoup marqué, en fait. Quand on a imaginé ce périple, on s'est intéressé à l'histoire de la région du Chablais, et puis on s'est aperçu qu'il y a un personnage qui s'appelle Ernest Muret, qui était un philologue, qui a fait le tour du Chablais, exactement celui qu'on a fait. Si vous vous rappelez de l'extrait que vous avez vu en tout début de présentation, je mentionne en fait ce monsieur Muret qui a écrit des fiches qui se retrouvent à l'université de Neuchâtel, si certains ont été attentifs aux petits commentaires. Donc, M. Muret, il a vécu entre la fin du 19e et le milieu du 20e. C'était un philologue. Les philologues, vous savez, ce sont les gens qui font l'étude des langues. Et il a été mandaté par l'Université de Genève pour répertorier dans le Chablais tous les lieux-dits. Hameaux, villages, rivières, petits cours d'eau, sommets, cols environnants. Et puis, il a passé, donc, je crois que le travail a duré une quinzaine d'années, il a été aidé pour ça, évidemment. Et puis, il a écrit des petites fiches, on le voit. Donc, ces fiches sont disponibles à l'Université de Neuchâtel, il y en a 20 000. Nico, mon partenaire, s'en est tapé 8 000, quand même, hein, en l'espace de 2 mois, pour comprendre un petit peu ce qu'il avait écrit, qu'est-ce qui se passait dans sa tête quand il était en face des Dents du Midi, donc tout ça un siècle auparavant, évidemment. Et puis, l'histoire nous a tellement touchés qu'on a décidé d'intégrer dans le documentaire. Vous ne le verrez pas dans les extraits que je vous montre ce soir, mais c'est très présent dans le documentaire. On a intégré ce personnage en prenant un acteur qui va jouer dans le documentaire le rôle de M. Muret, ce qui fait qu'en fin de compte, et qui prend des notes, hein, on le voit à certains moments, donc ce qui fait qu'en fait, en termes de réalisation, c'est une alternance entre la tradition et l'innovation. Vous avez M. Muret qui se balade pendant quelques minutes, et puis après, vous avez deux wingsuiters qui reprennent le flambeau avec un flou, un fondu enchaîné, qui est la technique qu'on peut imaginer lorsqu'on réalise des films maintenant. Donc ça, c'est un peu notre fil rouge. De temps en temps, M. Muret, de temps en temps, Yvan et Nico, ne faisant qu'un, finalement, à travers les âges, à travers le siècle. Ce que je voulais encore, je voulais pas... Voilà. Alors, je reviens quelques instants là-dessus, je m'excuse. Alors, au-delà du plaisir de gravir ces sommets, de sauter ces différents sommets, en fait, on s'est aperçu que le voyage était devenu un prétexte pour rencontrer des gens.
C'est un contexte que vous voyez aussi pas mal dans Passe-moi les jumelles. Hein. Le gars se balade en parapente, maintenant il commence à faire le truc en peau de phoque. Il se balade, il rencontre des gens. C'est quelque chose qui est en général très apprécié. On a repris le concept, mais on est allé à la rencontre de gens assez uniques. Alors, je ne peux pas vous dévoiler toutes les personnes, tous les gens que nous avons rencontrés, mais je vais juste vous en donner un petit aperçu. Les jours de midi, c'est un terrain de jeu. Voilà, elles sont là sous nos yeux et puis on se dit qu'il faut les connaître dans les moindres coins. Un guide de Zermatt, il fait son serment, bah nous on va sur nos dents.